Monsieur le sénateur Ouzoulias, Monsieur le vice-président du Sénat, Monsieur le sénateur Laurent, Madame l'ambassadrice, Madame Tolmagnan, Mesdames et Messieurs les élus de Valence, Monsieur le président d'Unité laïque, Monsieur Sakoun, Mesdames et Messieurs, chers amis venus nombreux, la mémoire n'est pas l'histoire. Ce principe est devenu une évidence. L'histoire savante et la mémoire, plus politique ou affective, sont deux choses bien différentes et complémentaires. Pour les chercheurs en histoire, il s'agit d'éviter les errements et la subjectivité de la mémoire pour dire et écrire le vrai. Il faut recenser, rassembler et contextualiser les documents, croiser les sources et les vérifier. Seulement ensuite, cette démarche rationaliste permet de construire de façon pérenne la mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective, parfois nationale. Le colloque que vous organisez aujourd'hui réunit d'éminents historiens. Je veux d'ailleurs saluer Denis Péchenski, qui assure la direction scientifique de cette journée, ou encore Thomas Fontaine, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors d'un récent déplacement au fort de Romainville. Grâce au travail des chercheurs, nous disposons de toute la matière première nécessaire pour entretenir et enrichir la mémoire des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés. Ces femmes et ces hommes qui, venus de Pologne, de Roumanie, d'Italie, de Hongrie, d'Espagne ou d'Arménie, ont tous décidé, il y a 80 ans, de défendre les valeurs que nous partageons. Il faut savoir regarder l'histoire en face. C'est, vous le savez, une conviction forte du président de la République et qui sert de boussole à la politique que je mène dans mon secrétariat d'État. En l'occurrence, les résistants étrangers que vous avez évoqués aujourd'hui n'ont pas tous choisi de se battre pour un pays. Ils étaient communistes, parfois internationalistes. C'est là l'une des difficultés du travail de construction de la mémoire. Prendre à la fois en considération la complexité de l'histoire et transmettre aux générations futures les idéaux pour lesquels ces femmes et ces hommes ont tout risqué, pour lesquels souvent ils se sont sacrifiés. Face à l'obscurantisme des nazis, tous avaient choisi les valeurs universelles de notre siècle des Lumières, la liberté, la tolérance, l'égalité. Aujourd'hui, c'est à nous de tout faire pour que ces étrangers engagés dans la résistance soient bien reconnus dans notre mémoire commune. De nombreux moyens s'offrent à nous. La reconnaissance de la nation à l'égard de celles et ceux qui se sont distingués pour elle en est un. Je connais le titre de votre colloque. Je sais que cette démarche de reconnaissance vous est chère. Cependant, l'intitulé de cette journée de travail comporte deux parties, et je m'en tiendrai à la première, les étrangers dans la résistance. La sensibilisation et la formation de notre jeunesse, les cérémonies de commémoration sont d'autres outils sur lesquels s'appuie notre politique mémorielle. Et notre mémoire nationale s'incarne aussi dans la culture. Dans les années 50, le poète Aragon, puis le chanteur Léo Ferré ne s'y sont pas trompés en écrivant et en chantant le poème « L'affiche rouge ». Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France », et les mornes matins en étaient différents. Aujourd'hui encore, l'interprétation de Léo Ferré rappelle à tous les origines de cette affiche de propagande de l'occupant allemand, devenue contre toute attente un symbole de la résistance et du courage des FTP-MOI. Aujourd'hui,
L'époque que nous vivons rend la construction de notre mémoire nationale et la transmission des valeurs qui nous rassemblent plus importante que jamais. Au moment où, pour la première fois depuis près de 80 ans, un conflit de haute intensité se déroule sur le sol européen, ces missions sont cruciales pour entretenir les forces morales de notre nation. Au moment où, au sein même de notre pays, les fractures et les divisions sont instrumentalisées, elles sont un ciment de notre cohésion nationale. En cela, le récit et le témoignage des actions des résistants étrangers menées hier contre l'occupant allemand permettent de faire vivre aujourd'hui nos valeurs et de les transmettre. Mais les FDP-MOI ont en plus la particularité d'incarner par leur parcours de vie, par leur identité même, une certaine idée de notre société. Chacune et chacun d'entre eux conjugue ainsi le singulier et l'universel. Face à la crise d'identité que traverse une partie de notre société, le destin des résistants étrangers permet à tous les Français, et je pense notamment à notre jeunesse, dont les parents et les grands-parents furent eux aussi des immigrés, de se retrouver. Le souvenir de ces membres de l'armée secrète tend à nos jeunes un miroir dans lequel tous peuvent se reconnaître. L'hommage officiel de la République à leur courage permet à chacun de se sentir pleinement citoyen, pleinement acteur de notre roman national. Enfin, la mémoire est un moyen de protéger et de préserver nos valeurs. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre, expliquait Winston Churchill. Probablement, vous souvenez-vous comme moi de la polémique lors de la dernière campagne pour l'élection présidentielle, lorsqu'un candidat a dénié à celles et à ceux qui portaient certains prénoms le droit d'être pleinement français. Ces déclarations nauséabondes n'avaient pas été sans me rappeler un autre passage du poème d'Aragon à propos de ceux de l'affiche rouge. L'affiche semblait une tache de sang parce qu'à prononcer, vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. La question, qu'est-ce qu'être un bon Français, qu'on croyait remiser aux heures sombres du régime de Vichy, redevient hélas une interrogation plus certaine. Pour certains qui veulent remettre en cause le contrat qui existe entre notre République et chacun de nos concitoyens. La bravoure et la droiture de Missak Manouchian, qui affirmait pendant son procès « Vous avez hérité de la nationalité française, nous l'avons méritée », sont précieuses pour lutter contre les extrémistes d'aujourd'hui. Parmi les valeurs que les francs-tireurs et partisans défendaient, je n'ai pas encore évoqué celle de l'égalité. Or, presque 79 ans après les exactions du 21 février 1944 au Mont-Valérien, un sort différent avait été réservé à l'un des membres du groupe Manouchian, Slama Djevac, et le seul de ceux de l'affiche rouge qui, à ce jour, n'a pas été reconnu mort pour la France. Slama Djevac est né en 1910 à Dobre, dans le centre de la Pologne. Il grandit dans une famille pauvre et commence à travailler très jeune. Son père est un juif religieux, mais il ne s'oppose pas à l'engagement politique de son fils, qui adhère aux jeunesses communistes à 15 ans. Dès lors, toute la vie de Slama Djevac sera marquée par le combat de la résistance. À 21 ans, il est arrêté par la police polonaise et condamné à 5 années de réclusion en raison de ses convictions politiques. Sitôt sorti de prison, il reprend le combat, mais il est à nouveau recherché par la police. Il décide cette fois de fuir. Ce sera la France. Il vit à Paris pendant l'été 1937, avant de rejoindre l'Espagne
pour lutter contre le franquisme avec les brigades internationales. 18 mois plus tard, il est interné en France, au camp de Gurs, puis au camp d'Argelès. En 1940, Slama Djevash réussit à s'évader et regagne Paris. Il commence par animer des syndicats clandestins dans les ateliers de fourrure, un secteur d'activité très sollicité à l'époque pour la confection des vêtements des soldats allemands. Il entre au sein du 2e détachement des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés en août 1942, sous le matricule 10 157. Sur l'affiche rouge, placardée sur les murs des villes de France par les Allemands après la condamnation à mort des membres du groupe Manouchian, le visage de Slama Djevash est celui qui apparaît tout en haut à gauche. Sous sa photo, la propagande nazie a juste indiqué son nom, flanqué de la mention « Juif polonais, 2 attentats ». Slama Djevash a en effet lancé une grenade sur l'immeuble occupé par le quotidien de la propagande Parasai Zeitung. Il a également jeté une bombe incendiaire sur un camion de soldats allemands. Mais la vérité est que, pour Slama Djevash, comme pour la plupart des membres de l'armée secrète, on ignore la liste exacte de ses actions de combat. Dans son livre « Les commandos de l'affiche rouge », Arsène Tchakarian raconte par exemple comment il a été le témoin direct d'au moins deux autres actions auxquelles a pris part Slama Djevash. L'exécution des 2 soldats allemands en pleine rue dans le 15e arrondissement, le 8 septembre 1943, et l'attaque du siège du parti collaborationniste de Jacques Doriot, le PPF, rue Lamarck, le lendemain. Muté ensuite au sein du détachement des tirailleurs FTP-MOI, Slama Djevash participe encore le 25 octobre 1947 à une opération contre un convoi militaire allemand à Mormant en Seine-et-Marne, sur la ligne de chemin de fer qui relie Paris à Berlin. Il est arrêté le 29 novembre par les hommes de la BS2, la brigade spéciale numéro 2 de la préfecture de Paris. Il est torturé, puis livré aux Allemands et incarcéré à Fresnes. Il était l'un des 23 accusés qui comparurent aux côtés de Missak Manouchian dans le simulacre de procès où ils furent tous condamnés à mort le 18 février 1944. Peu de temps avant son exécution, au Mont Valérien, sa dernière lettre est pour sa femme. Chère Janine, aujourd'hui à 15h, je vais être fusillée. J'ai conservé mon sang-froid jusqu'à la dernière minute, comme cela convient à un ouvrier juif. Je meurs, mais tu ne m'oublieras jamais. Si quelqu'un de ma famille est en vie, et si tu en as l'occasion, raconte-leur tout de moi. Je meurs, mais toi tu vis. Je t'envoie mes meilleurs vœux. Je te dis adieu, ainsi qu'à tous les amis. Du courage, et encore du courage. De meilleurs lendemains ne sont pas loin. Je t'embrasse 1000 fois. J'embrasse tous mes amis. Ton aimé, Slama Djevash. Après la guerre, entre 1944 et 1950, une partie des combattants du groupe Manouchian, ceux dont les familles l'avaient demandé, ont été reconnus morts pour la France. Au début des années 70, à l'occasion du regroupement des corps des combattants FTP-MOI au cimetière d'Ivry, ceux qui ne bénéficiaient pas encore de cette mention ont été, de la même façon, reconnus par la nation. Olga Bansky, seule femme du groupe Manouchian, décapitée en Allemagne le 10 mai 1944, l'a été en décembre 2011,
grâce aux recherches de l'infatigable et passionné Alain Simonet. Par décret du 17 mars 1947, Slama Djevac avait reçu la médaille de la résistance, mais pour des raisons que l'on ignore, il n'a jamais été reconnu mort pour la France. Son engagement jusqu'au sacrifice ne supporte pourtant pas l'hésitation. Le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de réparer cet oubli et veut que la nation témoigne à l'égard de Slama Djevac la reconnaissance qu'il mérite, la même que celle que nous devons à ses frères et à ses sœurs d'armes. Cette semaine, le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu le jugement déclaratif de décès de Slama Djevac. Son acte de décès a été enregistré hier au registre de l'état civil de la ville de Suresnes. Voici un moment qui va rester gravé dans nos mémoires. Je vais signer dans un instant, ici devant vous, avant l'ouverture de vos ateliers, le document de décision lui attribuant la mention « Mort pour la France ». Pour terminer, comme Slama Djevac, plusieurs dizaines d'autres fusillés du Mont Valérien n'ont pas encore été déclarés morts pour la France. Ils se sont pourtant sacrifiés pour les valeurs de la résistance. À la demande du président de la République, mon secrétariat d'État va donc diligenter les recherches nécessaires pour que la lumière soit faite sur ces destins exemplaires afin de leur rendre la reconnaissance que leur doit la République. Je vous souhaite une journée d'échange et de travail fructueux. Vive la République et vive la France. Je crois que je suis aussi mieux que vous. Je vais le montrer comme ça sera plus facile. Voilà.